Et parce que tout le monde parlait français, moi j'étais épatée, tu vois, que tout le monde parle français. C'était la France en mieux, en beau, ciel bleu, palmier, gens gentils. Mais j'ai pas senti tout de suite de dépaysement. Enfin bon, les odeurs, tout ce qu'on raconte qui est vrai, les odeurs en Médina, tout ça. Mais c'est que après, enfin, même des mois après, que j'ai compris que c'était pas la France et que heureusement. Mon mari est marocain, il est meilleur francophone que moi, il parle très 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 bien français. C'est pas le même homme quand il parle arabe que quand il parle français. Pas du tout. Quand j'ai compris que on disait tahli al-kes, tu vois, tu fais tomber un verre et tu dis tahli al-kes, le verre m'est tombé, le sujet de la phrase c'est le verre, toi tu es la victime et l'action elle est faite par le verre. Donc, tu vois, il y a une espèce d'inversion des responsabilités qu'il est intéressant de comprendre. Moi, je suis arrivée, j'avais 22 ans et demi. Je me suis rendu compte que c'était impossible de changer mes catégories mentales. Tu vois, c'était trop tard. Je voyais bien que les gens fonctionnaient pas comme moi, qu'il y avait des différences, que je pouvais comprendre, je pouvais observer, je pouvais voir que si je disais ça, ça avait telle conséquence. Je pouvais voir ce que ça avait sur moi. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens avec qui je suis très proche, parce que souvent les Marocains me disent « Ah, Ntia Dielna, tu es des nôtres », ce qui est super gentil. « Ouliti Maghrebiya, tu es devenue marocaine ». Bon, si c'est le chauffeur de taxi qui me dit ça parce que je parle bien l'arabe, je lui dis « Ah, choukran », et puis voilà. Mais je sais que je ne suis pas du tout marocaine. Tu vois, c'est pour ça qu'on parlait de nationalité tout à l'heure. Je ne peux pas demander cette nationalité parce que je ne suis pas marocaine. Je suis étrangère au Maroc. J'aime ce pays. Je veux mourir ici, être enterrée ici. Salut Marion, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne. Merci, moi aussi. Alors, on m'a parlé de toi comme la Française la plus connue de Rabat. C'est un peu exagéré. Je suis une Française connue au centre-ville et dans un tout petit microcosme. J'aimerais commencer par ton tout premier souvenir du Maroc, peut-être même avant que tu t'installes ici. C'était quoi l'image qui te revient? Alors, écoute, moi, j'avais pas de souvenir du Maroc parce que je suis venue un peu là par hasard. On m'a dit, bah, tu iras au Maroc. J'ai dit, bah, d'accord, j'irai au Maroc. Donc, mon plus ancien souvenir, c'est à mon arrivée au Maroc. Moi, je suis de la Beauce. Enfin, je suis pas de la Beauce, mais j'ai grandi dans la Beauce. Donc, la Beauce, c'est les champs de blé, les platanes. Voilà, c'est là. Et je suis arrivée ici au mois de novembre. Et j'étais complètement époustouflée par les hibiscus, les bougainvilliers, les plantes, la végétation. Pour moi, j'étais à l'autre bout de la planète, à l'autre bout du monde. Et mon plus ancien souvenir, c'est ça. C'est la végétation en pleine ville, hein, en plein Rabat, que j'ai trouvé ici, des plantes que j'avais jamais vues. Des palmiers, j'avais jamais vu, des oliviers, j'avais jamais vu. Donc voilà, c'est la végétation. Et c'était quand et comment tu t'es retrouvée au Maroc? Tu peux nous raconter l'histoire? Oui. Alors, c'était en 1973. J'ai fait des études d'éducateur spécialisé. J'avais mon diplôme et j'avais fait 2 ans de psycho. Je voulais être psychanalyste. Et donc, ça faisait déjà 5 ans que j'étudiais. Je me suis dit, je voudrais bien, je savais que ça serait encore long, je voudrais bien faire une petite pause. Mais j'avais pas d'argent, mes parents non plus. Enfin, de toute façon, il n'était pas question que je me fasse entretenir. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de partir à l'étranger. Je vais voir comment c'est possible, qu'on appelle maintenant une année de césure. Donc, j'étais dans un endroit à Paris qui s'appelle le CIDJ, Centre international de documentation pour les jeunes, pour la jeunesse, où il y avait des tonnes d'annonces sur les murs d'organismes de volontariat qui envoyaient des jeunes sur toute la planète. Donc j'ai pris toutes les adresses, à l'époque avec mon stylo et mon papier. J'ai noté toutes ces adresses et j'ai écrit avec mon papier et mon stylo une 50aine de lettres, enfin toutes les adresses. Et j'ai dit que voilà, j'étais volontaire pour être volontaire. J'ai mis mon petit CV, mais j'avais rien comme CV. J'avais mon bac, mon diplôme d'éducateur, et puis ça s'appelait le duel à l'époque, duel de psychologie. J'avais rien fait de ma vie encore. Donc j'ai mis ça, et puis j'ai posté, j'ai attendu. Très peu de réponses. Sur les 50, j'ai dû avoir 5-6 réponses négatives et une positive. La positive, c'était le service civil international,
qui m'écrit, qui me dit oui, oui, oui. Alors oui, les autres me disaient non, 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 on n'a pas besoin d'éducateurs, on veut des médecins, on veut des infirmiers, on veut des... Mais moi, j'avais mis ça, mais pas du tout dans l'esprit d'être éducatrice ailleurs. De toute façon, j'avais 23 ans. Je trouvais que déjà dans son pays, c'était pas évident de rééduquer quelqu'un. Alors dans une culture qu'on connaît pas, moi, je voulais aller peindre des murs, creuser des puits, pas du tout être éducatrice. Et puis cet organisme me dit oui, 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 on a besoin d'éducateurs, oui, oui, ça nous intéresse, venez nous rencontrer. J'ai déchiré le papier, j'ai dit mais ils n'ont rien compris, puis qu'est-ce qu'ils font encore à aller rééduquer les enfants des autres? J'ai oublié mon truc, j'ai changé de projet de vie, j'ai dit je vais juste changer de ville pour finir mes études, et puis voilà, ça sera un changement, j'avais besoin d'un changement. Donc c'était tout ça, je crois que c'était au mois de février. Quand à Paris, on a un peu le cafard, tu sais qu'il fait gris, ça n'en finit pas d'être gris. Donc, mars, il me répond ça, j'oublie. Et puis un jour, je passe chez mes parents. Bon, on n'a pas de portable, pas de téléphone. Moi, je travaillais dans une association, mais je n'avais pas donné ce numéro de téléphone. Et j'avais donné le numéro de mes parents, c'est le seul téléphone. Et un jour, je passe un samedi chez mes parents, où j'habitais pas, et cet organisme m'appelle. Madame, vous nous avez écrit, on vous a répondu, vous n'avez pas donné suite, pourquoi? Mais je dis, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous allez rééduquer les enfants des autres? Enfin, j'ai fait tout mon baratin, bien pensant et idiot, sans même lui poser des questions. Mais c'est pas ça du tout, c'est pas dans cet esprit-là, vous ne nous connaissez pas. Je dis, mais de toute façon, vous êtes très gentil, mais je veux plus partir, j'ai changé de projet, merci, merci beaucoup. Bon, comme vous voulez. Mais ça sera intéressant qu'on discute, parce que si c'est ce que vous avez compris de notre esprit, c'est que notre prospectus est mal fait. Si un jour vous avez le temps, passez nous voir, on est rue du Faubourg Poissonnière à Paris. Ok, puis je me suis dit qu'il allait se faire voir, je ne passerai jamais voir cette personne. Et puis à l'époque, j'habitais à Barbès et j'allais à la fac à Jussieu, en psycho. Et mois de juin 1973, je pars avec mon petit vélo, je circulais en vélo, j'arrive à la fac, grève, c'était fréquent. J'avais une journée prévue toute la journée à la fac, de 8h à 18h. Je me farcis une AG, et puis à 10h j'en avais marre, j'ai dit bon je rentre. Donc je rentre en vélo. Et ma route, c'était rue du Faubourg Poissonnière. J'ai dit tiens, ce monsieur quand même, j'ai rien à faire, j'ai rien de prévu aujourd'hui, je vais m'arrêter, je monte. Donc j'ai attaché mon vélo, je suis montée, et je me suis trouvée face à un petit monsieur, mais complètement délicieux. Un doux monsieur rêveur un peu pour moi, mais... Et il me baratine, mais gentiment, tu vois, c'était pas... Il me dit, mais il faut essayer, pourquoi pas, vous savez, c'est pas du tout ça. Parce que moi je dis, mais c'est fini, les colonisations, on n'a plus rien à apporter à ces pays, de quoi on se mêle? Mais non, mais la demande vient d'eux, ils veulent des éducateurs, c'est eux qui demandent, et nous, on est à leur service. Je dis, oui, effectivement, c'est un peu autre chose. Alors je lui dis, bon, je veux bien essayer. Je signe. Il me dit, où vous voulez partir? Je dis, moi, je voudrais partir au Vietnam. Ah, il me dit, non, on ne travaille pas avec ces pays-là dans ce domaine. Le Maghreb. Ah bon, il me dit, Maroc, Algérie, Tunisie. Je dis, où vous voulez? Je connais rien. Ah il me dit, je vais vous mettre au Maroc. D'accord. Donc, je signe que je pars au Maroc pour la rentrée de septembre. Alors, il me raconte les conditions et puis je lui dis... qu'est-ce que, voilà, on se revoit pas. Il me dit, oui, parce que vous savez, on envoie toujours 2 personnes à la fois, un binôme, parce que c'est quand même assez dur pour des jeunes filles et tout ça, c'est mieux d'être 2. Donc, je dois voir d'autres personnes et je vous dirai, dès que j'ai ma deuxième, je vous la présente et puis on voit. D'accord. Donc, rappelez-moi vers le 15 juillet. Ok. Je pars en vacances. Le 15 juillet, je l'appelle. Ah, il me dit, j'ai pas encore trouvé. Rappelez-moi le 1er août. Oh, d'accord, 1er août. Je continue mes vacances. Je commence à dire à tout le monde que je vais partir au Maroc le 1er septembre. 1er août. Ah non, on n'a pas trouvé quelqu'un. 15 août, pareil. 30 août, pareil. J'ai écouté, monsieur, voilà, ou je pars toute seule, voilà, il faut que je m'inscrive à la fac. Moi, je peux pas rester là à glandouiller. Vous allez pas me faire traîner comme ça. Si vous avez trouvé personne maintenant, vous trouverez pas le 1er septembre quelqu'un. Oui, mais toute seule, ça m'embête. Vous savez quand même, la dame que vous allez remplacer a fait une grosse dépression, une tentative de suicide, c'est quand même difficile. Oh, effectivement, je dis, où est-ce que vous voulez m'envoyer? Et puis, je vous ai pas dit, mais vous êtes trop jeune. Je dis, mais vous vous foutez de moi ou quoi? Pourquoi? Il me dit, oui, normalement, c'est à partir de 25 ans. Et vous avez 22 ans et demi. Ah, je dis, il fallait me le dire avant.
Ben oui, alors ça fait quand même 2 conditions qui ne sont pas remplies. Il faut être 2, il faut avoir 25 ans. Vous êtes très jeune, toute seule. Ben j'ai écouté, on arrête, je pars pas, c'est pas grave, mais on arrête maintenant. Non, non, non. Il y a le psychiatre de l'association qui était dont le siège était à Genève qui doit passer. Vous allez voir le psychiatre et puis s'il dit que... Bon, écoutez si vous voulez, mais moi je ne veux pas traîner comme ça. Je commençais à douter de ce monsieur. Je vois le psychiatre, je dis écoutez docteur, moi je ne suis pas plus forte que qui que ce soit, mais ce que je crois, c'est que si je sens que ça ne va pas, je ne vais pas me suicider ou faire une dépression. Je rentre. Donc est-ce qu'on peut mettre la clause que si c'est trop dur, je rentre ? Au lieu de... Je dis, je ne vais pas insister, hein, je ne suis pas maso du tout. Et puis, j'avais fait des études d'éduc quand même. J'avais vécu des petites choses un peu difficiles dans mes stages et tout ça. Je dis, je sais voir que si ça le fait ou pas. Bon, il donne son aval, 15 septembre. Donc, je peux partir toute seule ? Oui, vous pouvez partir toute seule. Bon, alors, je pars quand ? Ah, faut que j'appelle au Maroc. Oui. Bon, alors, je vous rappelle demain, vous appelez ce soir et puis... Oui, rappelez demain. Ah, mais au Maroc, ça répond pas. Vous savez, c'est Ramadan. Je dis, c'est quoi Ramadan ? Elle me dit, le Ramadan, c'est un mois où tout le monde jeûne. Je dis, mais on peut pas répondre au téléphone ? Si, mais c'est compliqué. Bon, j'avais aucune... C'était 73, donc tu vois, même le téléphone, c'était compliqué. Puis il me dit, vous savez, les relations téléphoniques, c'est compliqué. Je dis, oui, mais enfin, 30 septembre, toujours rien. Début octobre, il me dit, ça y est, j'ai eu le responsable. Donc j'étais en binôme avec une association marocaine qui s'appelait CJM, Chantier Jeunesse Maroc. Voilà, le président de Chantier Jeunesse Maroc, il a des problèmes, donc il ne sait pas s'il va rester. Je dis, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Parce que quand même, c'est lui, alors là, il ne sait pas, c'est un très grand ami à moi, mais voilà, Sa Majesté le Roi lui a demandé de venir à son service, et il ne sait pas s'il va accepter ou pas accepter. D'accord ? Mais pourquoi je suis concernée par la vie de ce monsieur ? Il me dit, parce que c'est lui qui doit signer, c'est lui qui est responsable de l'association qui vous accueille. Et bon, il faut qu'il prenne sa décision. Bon, il prend sa décision, oui, il rentre au service du roi. Alors... maintenant, il faut qu'il ait l'autorisation de continuer ses activités de président de cette association de chantier jusqu'en fin décembre, auquel cas il pourra signer et on pourra vous envoyer. Donc ça prend encore du temps. Le 14 novembre, quelque chose comme ça, j'ai dit, écoutez, c'est pas possible. Alors, je dis, non, moi j'en ai ras-le-bol. Je pars, vous me payez l'avion, parce que c'était le contrat, un billet d'avion. Vous me payez l'avion, ils me veulent, je reste, ils me veulent pas, je rentre. Mais comment vous allez faire à Rabat ? Je dis, vous inquiétez pas. Donc j'avais quand même, de par ma famille, des connaissances un peu à Rabat, et on me dit, voilà, vous allez loger chez Monsieur Schmitt, qui était un grand pâtissier de Suisse, de l'avenue Mohamed V, ici, très connu à l'époque. Monsieur Schmitt va vous accueillir. Donc je prends l'avion. Monsieur le président de l'association, qui s'appelle Monsieur Abdelkrim Benani, vient me chercher, complètement adorable. Il m'amène chez Schmitt. Je passe le week-end chez Schmitt. Je suis arrivée un vendredi, 16 novembre. Le 17, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire demain ? Je dis, demain, je me repose. Le dimanche aussi, j'ai dit, tu t'occupes pas de moi le week-end. Il me dit, je viens te chercher lundi, 19 novembre, et puis je t'amène au centre où tu dois travailler. D'accord. Donc, je me prépare, il vient me chercher. On y va. Donc, c'était à Bir Kassem, c'est un quartier qui maintenant est complètement dans Rabat, mais à l'époque, c'était la piste. Tu vois, on prend la piste, on traverse des champs d'orangers, on arrive devant... Il me dit, c'est là. Donc une petite maison blanche, sans étage. Oh, il me dit, attends, reste dans la voiture, je crois qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui. Je dis, ah bon, mais comment tu le sais ? Il me dit, parce qu'il y a le chaouche qui est couché devant la porte, là. Et moi, j'ai dit, c'est quoi le chaouche ? Il me dit, le monsieur. Ah, je dis, il s'appelle le chaouche ? Il me dit, non, le chaouche, ça veut dire le gardien. Ah, écoute, moi, je ne savais pas. D'accord. Donc, effectivement, il y va, le gardien se lève, il discute, et le monsieur Benani revient dans la voiture. Il me dit, non, il n'y a pas de travail. Ah, tu ne le savais pas, toi ? Alors, je dis, pourquoi il n'y a pas de travail ? Il me dit, parce que c'est férié. C'est férié ? Pourquoi c'est férié ? Il me dit, parce que c'est l'anniversaire de la fête de l'indépendance. Et tu ne le savais pas, toi ? Il me dit, non, je ne savais pas que c'était férié aujourd'hui. Je dis, pourquoi tu ne le savais pas ? Il me dit, parce que je n'ai pas écouté la radio hier. Je dis, pourquoi ils annoncent les fêtes à la radio la veille ? Oui. Je dis, mais la fête de l'indépendance. Je dis, c'était quand l'indépendance ?
Elle me dit en 1956. Je dis alors, c'est pas nouveau, pourquoi ils l'ont annoncé hier? Parce que c'est comme ça, ici c'est comme ça, on t'annonce que. Mais je dis c'est une fête importante. Elle me dit oui, très importante. Je dis alors, je dis comme quoi, comme le 14 juillet en France? Il me dit oui, c'est ça. Je dis tu sais, en France, pas besoin de dire à la radio c'est férié demain, tout le monde s'en souvient. Oui, mais ici on n'est pas en France. Bon, je voyais que je l'énervais à pas comprendre. Et je voulais comprendre. Je dis mais enfin quand même une fête si importante, pourquoi est-ce que lui qui est quand même un monsieur important aussi, il ne savait pas? Je dis mais c'est quand exactement? Il me dit c'est le 18 novembre 1956. Je dis oui, mais aujourd'hui on est le 19. Mais il me dit mais c'est pour ça que je te dis qu'ils ont annoncé à la radio que c'était férié aujourd'hui 19, parce que la fête c'est le 18, que c'était un dimanche et que le roi a donné le lendemain. Ah, d'accord. Bon, je dis déjà, le fonctionnement, tu vois, j'étais loin de comprendre quelque chose. Donc il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je sais pas, je vais aller me promener, il y a des choses ouvertes. Et il me dit, oui, mais moi je travaille. Je dis, écoute, je sais pas, tu me poses en Médina, non, je savais même pas que ça s'appelait la Médina, tu me poses au centre-ville et puis je vais me promener. On me dit d'accord, on va faire comme ça. Donc je vais te montrer où je travaille, tu te promènes le temps que tu veux, quand tu as fini, tu viens me rechercher. D'accord? Donc on passe au Méchoir, au Palais Royal. Le palais, moi j'avais jamais vu de palais d'aussi près, magnifique. Il me dit, tu vois, cette porte-là, c'est là où tu viendras me chercher. Donc je repère une porte, deux portes, trois portes, c'est celle-là, d'accord. Tu as bien repéré parce que tu vois, il y en a beaucoup des portes. Donc, je dis d'accord. Et puis, il m'amène jusqu'à la Médina. Je me promène toute la journée, je me régale, je bois des verres de thé chez tout le monde, je grignote des brochettes. Enfin, je suis très contente d'être là. Et puis, vers 4 heures, je repars voir mon monsieur pour qu'il me ramène loin. Le monsieur Schmitt habitait au Suissy. Donc, je repère la porte. Alors, il faut voir mon look à l'époque. Enfin, c'est pas tellement changé, mais... J'avais des nattes, un blue jean, des baskets, une chemise d'homme, c'était une chemise de mon père à carreaux, l'aipi, un sac indien en espèce de laine délavée, vraiment l'aipi de service. Et j'arrive au palais comme ça. Je vais pour rentrer sûre de moi, et puis les gardes me disent « Mais où tu vas, toi ?» Et moi, complètement à l'ouest, je dis « Mais on m'attend. On t'attend, toi ? Mais tu sais où tu es ?» Je dis oui, je sais où je suis, mais on m'attend, moi. Il se marre. Oh, mais qui c'est qui t'attend? Je dis Monsieur Benani. Monsieur Benani, mais quel Benani? Il y en a beaucoup des Benani ici. Je dis Abdelkrim Benani. Abdelkrim Benani, il t'attend, toi? Je dis oui, il m'attend, moi je ne voyais pas. Écris ton nom sur un papier. Donc ils vont chercher un papier, un stylo, j'écris mon nom. Ils partent. 1 minute après, ils reviennent. Madame, bienvenue. Ah, je dis, vous voyez qui m'attend? Oui, pardon. Oui. Donc je rentre au palais des 1001 nuits, quoi, des beautés que je n'avais jamais vues. On m'apporte tout de suite un thé délicieux, une corne de gazelle. J'en ai encore le goût dans la bouche. Merveilleuse. Et puis mon monsieur Benani qui m'accueille et qui me dit alors ça s'est bien passé ta journée? Je dis ah oui super. Je dis mais dis donc pour rentrer à ton travail c'est pas rien hein? Il me dit pourquoi? Alors je lui raconte, il me dit oui mais enfin tu sais où tu es? Je dis oui je sais, c'est au Palais Royal. Il me dit tu sais qui est derrière ce mur là? Je dis non. Il me dit c'est le roi Hassan II, donc quand même c'était tout près du roi. Je dis oui, mais le roi, moi c'est toi que je viens voir, tu m'as dit de venir te chercher, je veux rien de mal au roi. Bon, il a vu que je comprenais rien à rien, on a parlé d'autre chose et il m'a ramené chez mon monsieur Schmitt. Et le lendemain, on est allé au travail et là, ils me disent tous « Ah, c'est maintenant que tu arrives, nous on t'attend depuis le 1er septembre ». Je dis non mais c'est pas possible, vous vous moquez de moi. Si, nous on a cru que tu viendrais jamais. Et voilà, j'ai commencé mon travail. C'est comme ça que je suis arrivée. Et dis-moi, ces premiers jours quand tu te balades dans la Médina et dans Rabat, comment tu as ressenti le contact avec les Marocains, l'accueil? Alors écoute, comme tu as pu voir, j'étais assez inconsciente et assez inculte. Et j'ai trouvé ça complètement délicieux, tu vois, adorable.
mais avec quelque chose, tu vois, c'était 73, avec quelque chose de familier, parce que tout le monde parlait français. Moi, j'étais épatée, tu vois, que tout le monde parle français. C'était la France en mieux, en beau, ciel bleu, palmier, gens gentils. Mais j'ai pas senti tout de suite de dépaysement. Enfin bon, les odeurs, tout ce qu'on raconte qui est vrai, les odeurs en Médina, tout ça. Mais c'est que après, enfin, même des mois après, que j'ai compris que c'était pas la France et que heureusement, c'est pour ça que j'y suis restée. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait quelque chose de familier que j'ai interprété après comme les Marocains connaissaient bien les Français et pour cause, et nous on les connaissait pas. Enfin moi je les connaissais pas, et que eux faisaient le chemin vers moi pour me faire plaisir, pour m'accueillir, pour me dire ce que j'avais envie d'entendre. Je pense que c'est la grande gentillesse marocaine qui fait qu'ils font le pas vers toi. Et toi, tu crois que c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Enfin, il y a cette gentillesse, il y a ce pas et tout, mais après, ce qui se cache derrière, t'es loin de te douter de la culture marocaine, quoi. Donc voilà, même là où je travaillais, en plus, c'était à l'époque, c'était des établissements spécialisés, donc c'était ce qu'on appelle un IMP, Institut médico-pédagogique, qui fonctionnait à la française, tu vois, parce que la directrice était une Française, une psychologue française, et c'était, à part qu'il n'y avait pas de platane mais des palmiers dans la cour de récré, c'était à la française, et que les enfants quand même parlaient l'arabe. Mais j'ai pas senti tout de suite le dépaysement. Et comment ça s'est passé là-bas alors au début et les souvenirs que tu as? Eh ben, au début, je me suis dit... alors, ma première journée en Médina, j'ai aucun problème de langue, tout le monde comprenait mon français, mais là-bas, c'était autre chose. Les gamins ne parlaient pas du tout. Le principe qui était pas mal, c'était qu'on était à deux sur un groupe, donc c'était divisé comme en France à l'époque, des groupes d'enfants avec une dizaine d'enfants chaque éducateur. Et moi, je travaillais avec une éducatrice qui était une éducatrice marocaine, Radija, qui avait beaucoup d'expérience, qui connaissait très bien le boulot, mais qui n'avait pas de formation, parce qu'il n'existait pas de formation à l'époque, qui n'avait pas une formation théorique. Et moi, j'étais censée apporter le côté pédagogique, entre guillemets scientifique, enfin la formation, pour aider cette éducatrice qui faisait tout magnifiquement bien, quoi. Bon, au début, je l'ai regardé faire, je comprenais rien, je parlais bien sûr l'arabe. Et puis, bon, je trouvais que, voilà, j'avais des petites idées. Alors je dis, bah, tu sais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Elle me disait, bah, vas-y, fais. Alors, je parlais français, elle traduisait, les gosses répondaient, elle me traduisait. Je dis, c'est pas possible, une relation, ça peut pas passer par une traduction, surtout une relation qui se veut peut-être pas thérapeutique, mais au moins pédagogique, quoi. Donc je me suis dit, bah, ou j'apprends l'arabe, ou je m'en vais. Donc je vais voir, parce que ça me paraissait quand même difficile, cette langue. Donc je supportais pas de ne pas comprendre. Pas pouvoir m'exprimer, ça allait à peu près, mais de ne pas comprendre ce que les enfants ils me regardaient avec leur joli sourire et tout, me parlaient, je ne comprenais rien. C'est Radija qui devait être tout le temps là. Puis Radija, elle n'était pas là pour être traductrice. Bon, ça n'avait pas l'air de l'embêter beaucoup, mais... Donc, voilà, je me suis dit, j'ai pris des cours à l'Institut français. Des cours de Darija De Darija, oui. Et puis j'ai commencé à comprendre, et puis c'était autant en Médina, personne ne me comprenait. J'essayais, moi, tu sais, parce que les premières leçons, je pensais, il abrite bil couscous al-gra al-hamra, tu vois, si tu veux faire le couscous, voilà, le potiron. C'est beaucoup chez l'épicier, donc moi je voulais m'exercer, acheter mes tomates en disant 1 kilo de matécha, mais le mec il me répondait en français, je dis, bah alors, je dis non. Donc c'était terrible. Alors qu'au centre, comme les gosses, ils n'avaient pas... Et c'était quand même des handicapés mentaux. Donc avec une tolérance, alors eux, ça ne les dérangeait pas du tout de ne pas me comprendre, ou je pouvais répéter. J'étais à l'aise avec eux, parce que je n'avais pas honte de mal me débrouiller. Et puis eux, ils me répétaient, puis même ils ont compris que je voulais apprendre, donc ils étaient tout contents de me faire répéter. Et puis on était, tu vois, moi je leur apportais des choses... de l'apprentissage quelconque, et eux, ils m'apprenaient l'arabe, donc c'était sympa, puis j'étais à l'aise pour pas y arriver, quoi.
et c'était agréable. Et puis bon, c'était très... Le vocabulaire est quand même restreint, même ce qu'on apportait, nous, nos leçons, c'était très répétitif. Donc ça m'a aidé, tu vois, à apprendre, parce qu'on répétait la même chose un jour sur l'autre. Bah, du coup, voilà, j'ai commencé à comprendre. Et puis, au bout de 6 mois, je comprenais ce qui se passait, et puis ça allait. Et tu as continué dans cet établissement combien d'années? 2 ans, donc c'était 2 ans maximum à l'époque. Donc j'ai fait mes 2 ans. Alors j'étais très liée avec cette dame Khadija, que j'aimais beaucoup. Et il se trouve que, alors c'était complètement le hasard, que j'étais logée en face de chez elle. Donc elle était mariée avec un monsieur qui travaillait au PTT, qui était adorable, qui me permettait d'appeler mes parents au téléphone 1 fois par semaine. À l'époque, c'était, pour appeler la France, il fallait y passer du temps. Donc j'étais très liée avec eux et puis je vivais pratiquement chez eux. Au moins 1 fois par jour, je mangeais chez eux. Moi j'étais gênée parce que j'avais pas de sous, j'étais volontaire, j'avais pas d'argent. Mais quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Bon, on était très, très fortement liés, tellement liés qu'ils m'avaient raconté leur envie d'avoir un enfant. Bon, j'étais très, très attachée à elle, on prenait le bus tous les matins ensemble et tout. Et elle me racontait qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ben, je dis, quand même, c'est bête et tout ça. Est-ce que tu as vu un médecin? Oui, j'ai vu un médecin. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit qu'on est jeune, ça va venir. Bon. Et puis, plus ça va, plus elle me dit, oh là là, mais ça vient pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Je dis, tu vas voir un gynécologue? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Il n'y a pas peut-être quelque chose, un traitement, quelque chose? Tu as fait des analyses? Ah non, je n'ai pas fait des analyses. Ben, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfant? Ben, je sais pas. L'arbi, alors elle appelle son mari. Qu'est-ce qu'il dit le docteur? Pourquoi on ne peut pas avoir d'enfant? Alors l'arbi, il dit, ben, c'est comme ça. Je dis, pourquoi tu appelles l'arbi? Tu sais pas, toi, ce qu'il a dit? Non, parce que moi, j'y vais pas. C'est lui qui va chez le docteur. Alors je tombe des nues. J'ai dit, mais toi, tu n'as jamais été chez le docteur? Ah non. Mon mari ne veut pas qu'un homme... Je dis, mais c'est pas possible, tu peux pas avoir un diagnostic du fait que tu n'as pas d'enfant si tu vois pas toi le médecin. Si, mon mari sait tout, il raconte. Je dis non, même s'il sait tout, qu'il raconte tout, toi-même tu sais pas tout, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on sait pas pourquoi. Ah mais mon mari jamais il voudra que j'aille voir le médecin. Je dis mais tu sais, il y a des gynécologues femmes. Est-ce qu'il voudrait bien que tu ailles chez une gynécologue femme? Ben oui, peut-être, oui. Donc il est d'accord, je l'emmène chez Dr Béjati, qui existe toujours, qui était une médecin à côté de là où on habitait, elle et moi, et qui fait faire des analyses et tout ça, et qui donne un traitement, et qui lui dit, quand vous serez enceinte, il faudra rester couchée les 9 mois. C'est parce que c'est fragile. Bon. Elle est toute contente, elle prend son traitement, et un matin, je la vois au bus, à l'arrêt de bus où on se retrouvait. Elle me dit, ça y est, je suis enceinte. Alors je l'embrasse, j'ai dit, oh là là, Khadija, c'est trop sympa. Puis après, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te rappelles ce qu'elle a dit, le docteur, qu'il fallait que tu restes couché? Oh oui, mais non, ça c'était... Mais je dis, mais si, il faut que tu restes couché, tu vas le perdre. Non, je vais pas le perdre, non. Ne me porte pas malheur, Je dis non, je te porte pas le malheur, mais si le docteur a dit que... Je dis, qu'est-ce que ça fait? Reste couché. Moi, je me débrouille à peu près, c'était vers le mois de mai. Je vais m'en occuper des gamins, t'inquiète pas. Puis je viendrai te voir le soir, tu me diras ce qu'il faut faire, on en discutera ensemble. Non, moi je veux travailler. Je dis, écoute, c'est idiot ce que tu dis, c'est idiot. Si tu perds cet enfant... Non, mais elle boude. Et moi aussi. On reste chacun sur nos... Le lendemain, au bus, il y a son mari qui est là et qui m'insulte. Nous, on t'a reçu chez nous comme quelqu'un de la famille et voilà ce que tu fais à ma femme. Je dis, qu'est-ce que je fais à ta femme? Eh bien, tu veux pas qu'elle travaille? Je dis, c'est pas que je veux pas qu'elle travaille, je veux qu'elle ait un enfant parce que j'ai cru que c'était votre souhait à tous les deux. Eh bien oui, elle veut un enfant, mais elle veut aussi travailler. Je dis, oui, mais si c'est pas possible, il faut choisir. Pourquoi ça ne serait pas possible? Si tu étais vraiment son amie, tu voudrais ce qu'elle veut. Elle veut travailler et avoir un enfant, tu ferais le maximum pour qu'elle ne se fatigue pas. Au travail, vous travaillez ensemble, tu ferais beaucoup de choses à sa place et elle resterait assise. Je dis, oui, mais non, mais si ça ne marche pas, tu sais, regarde comme vous avez eu du mal. Et il m'insulte, et tu as les mains... t'es comme une rose pleine d'épines, tu parais être gentille, en fait... Mais je dis, mais c'est pas possible, vous êtes complètement à l'ouest. J'étais vexée, tu vois, Ça a dû être un choc.
Ben, c'était un choc. J'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? Je les aime, ces gens, je veux qu'ils aient un enfant, c'est tout. On était fâchés. Donc, elle m'a plus parlé, elles m'ont plus reçu. J'ai pu téléphoner à ma maman tous les dimanches de chez elle. J'allais à la poste et elle me parlait plus. Et moi, j'ai dit, elle est complètement... C'est idiot, quoi. Puis bon, ça allait. Au bout de 6 mois de grossesse, un truc comme ça, elle n'est pas à l'arrêt de bus. Bon, je prends le groupe toute seule. Et le lendemain, la directrice me dit, ah ben, Khadija a fait une fausse couche. Alors, ils sont venus me chercher. T'avais raison, pardon. Je dis, bon, écoute, c'est pas grave. Je suis triste pour vous, voilà, mais vous en aurez d'autres, etc. Pour moi, ça a été fini. J'ai pas pu renouer avec elle, tu vois. Je me suis sentie accusée à tort. Je lui dis, dis-moi que j'y comprends rien à votre culture, que j'y comprends rien à rien, mais me dis pas que je suis une rose pleine d'épines, que je suis un traître, que je vous voulais du mal. Dis-moi, ça te regarde pas, c'est notre vie, après tout c'est vrai, mais me dis pas que je suis une méchante. Donc j'ai plus pu être amie avec elle, on travaillait ensemble, il n'y avait pas de problème. Enfin, de toute façon, après, elle est retombée enceinte, elle est bien restée couchée et tout ça, donc tout s'est bien passé. Elle a eu un enfant finalement? Elle en a eu un, et plusieurs même. Non, ils ont plusieurs enfants. Ouais. Donc voilà, c'était des histoires comme ça, très affectives, émotionnelles, qui m'ont fait comprendre que je ne comprenais pas tout, quoi. C'était pas si familier que ça, cette culture-là. Et bon, voilà, c'était C'est un des moments où tu as réalisé cette différence? Alors c'est un moment, voilà, le moment où j'ai réalisé, et d'ailleurs j'ai fait, c'était drôle, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait, une espèce d'allergie. Tu me touchais comme ça, il y avait la marque de l'impact de... Je prenais un sac, j'avais les mains qui gonflaient, j'étais pleine d'allergies partout, pleine de... Et bon, j'avais pas de sous à l'époque, donc je suis allée au dispensaire en Médina pour voir qu'il y avait là-bas. Donc le dispensaire, c'est un lieu magnifique. Et j'avais été voir un docteur qui était un médecin formidable, qui était médecin-chef, qui avait été ministre de la Santé aussi, je crois. Je lui dis, voilà, docteur, ce qui se passe, on me fait ça, il y a la marque, je mets un livre sur mon genou, j'ai la marque du livre. Alors... Il me dit oui, et je ne sais pas ce qu'il fait, il me dit mettez-vous torse nu, je me mets torse nu, et puis il écrit quelque chose en arabe dans mon dos, qui gonfle immédiatement, parce que tu me faisais ça, et il me dit allez voir les infirmiers, et montrez votre dos aux infirmiers. Donc je montre mon dos aux infirmiers, ah oui, il avait marqué, je ne sais pas, un truc religieux, tu vois, Dieu est grand, ou je ne sais pas quoi, dans mon dos, et ça avait fait un effet pas possible. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et il m'a expliqué, bon, c'est de la dermographie, donc, dermographie, ok. Et il me donne une ordonnance, je vais acheter les médicaments, je lis la notice et je vois que c'était complètement psy, tu vois, que c'était... J'ai dit, bon, il faut que je réfléchisse, qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Et c'était vraiment le moment où je commençais à comprendre l'arabe et où... les gens reprenaient leur place, tu vois. Ils me disaient, ça y est, Ouliti Dielna, maintenant tu es des nôtres. Ils revenaient à leur place et c'était à moi de faire le chemin pour qu'on se rencontre et plus à eux de... C'était une pagaille dans ma tête, c'était au bout d'un an et demi, tu vois, que j'ai dit, oh là là, mais ce pays est compliqué, ça a un aspect familier, mais... Et pourtant, bon, on est en ville, tu vois, ici, c'était pas le fin fond de la montagne, il y avait quand même... tous les gens que je fréquentais avaient été à l'école, enfin, on pouvait raisonner, mais j'y comprenais plus grand-chose, quoi. Je dis, mais pourquoi les gens ont changé? Pas que les gens avaient changé, c'est qu'ils avaient repris leur place en disant, allez, tu as choisi d'être parmi nous, ben, à toi de faire les efforts. Je les ai faits. Si toi aussi tu rêves de venir t'installer au Maroc, d'entreprendre ici, de commencer une nouvelle vie, j'ai créé une mini-formation spécialement pour toi. Tu vas recevoir pendant une semaine un conseil par jour. C'est gratuit et c'est le premier lien dans la description. On parle souvent sur la chaîne de la différence quand tu parles d'Arija. Toi, tu l'as vu ce fossé entre... Mon mari est marocain, il est meilleur francophone que moi, il parle très 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 bien français. C'est pas le même homme quand il parle arabe que quand il parle français. Pas du tout. Pas du tout.
Et c'est vrai que comprendre l'arabe, ça te fait comprendre certaines choses. Si tu veux, la structure de la langue fait qu'il y a une structure mentale qui en découle. Et tu vois, quand j'ai compris qu'on disait tahli al-kes, tu vois, tu fais tomber un verre et tu dis tahli al-kes, le verre m'est tombé, le sujet de la phrase c'est le verre, toi tu es la victime et l'action elle est faite par le verre. Donc, tu vois, il y a une espèce d'inversion des responsabilités qu'il est intéressant de comprendre. Oui, je ne suis pas responsable, c'est le verre qui m'est tombé, le salopard, il m'a fait ça à moi. Et c'est souvent que tu retrouves que toi, tu ne peux rien, mais voilà, ça s'est fait malgré toi, et, alors que tu es responsable. Mais voilà, puis il y avait beaucoup des choses qui m'étaient difficiles à vivre. J'avais une autre copine qui était, après dans un autre centre où j'ai travaillé, qui habitait en Médina, et que j'aimais beaucoup, Amina. Et Amina me recevait chez elle. Et pendant Ramadan, le premier Ramadan que j'ai passé, j'ai voulu faire le Ramadan. Et elle m'a dit, si tu veux faire le Ramadan, viens chez nous, parce que tu ne peux pas vivre toute seule, faire le Ramadan, il faut manger la soupe. Oh ben, je dis, c'est quand même un mois, ça va être... Non. Donc effectivement, j'ai vécu chez Amina un mois. Mais tu vois, bon là, c'était un aménagement des lieux très traditionnel. C'était une maison de Médina, très jolie, mais des salons où tout le monde dormait, un coffre où la maman mettait ses habits, chacun avait son coffre pour mettre ses habits, les toilettes, il n'y avait pas de porte. Bon, c'était très sympa parce que c'était Ramadan, donc c'est vrai que ça valait la peine de vivre ça. Mais au bout de 15 jours, j'en pouvais plus. Tu vois, tout le monde sait tout de toi. Tu es là, tu dors là, il y a l'autre qui dort à côté. Même tu vas faire pipi caca, la porte n'est pas fermée. J'en pouvais plus. Et alors qu'ils étaient adorables, qu'ils me demandaient rien d'être autre chose que ce que j'étais. Mais je me suis prise en flagrant délit moi-même de mentir, tu vois, parce qu'ils me disaient, bon, déjà, ils savaient tout de moi dans la maison, mais en plus, ils me disaient toujours, fais une radia, où tu vas? Bah, je vais marcher un peu, je vais acheter des pommes de terre, D'accord. Ils s'en fichaient de ma réponse. C'était juste un fait une radia comme ça, tu vois. Mais à chaque fois qu'au bout de 15 jours, quand même, me disait, fais une radia, je disais, si j'allais chez le coiffeur, je dis, je vais faire mon sport. J'avais besoin de mentir pour avoir une intimité, quoi. Et ce manque d'intimité dans l'espace m'a été difficile. Bon, en plus que je jeûnais, donc c'était la première fois de ma vie que je jeûnais tout un mois comme ça. Ça peut être très envahissant, le poids de toute une famille. Oui, c'était... En même temps, tu sentais l'affection qu'ils avaient pour moi, tu vois, comme ils étaient gentils. En plus, c'était des gens pas très aisés, tu vois, donc une bouche de plus à nourrir, même la soupe, il y en avait pour tout le monde. Mais donc, je m'en voulais d'avoir ces sentiments, de pas être bien, alors que j'étais accueillie, mais tout le monde rêverait d'être accueilli comme ça. Mais c'était trop. J'avais pas le pouvoir à l'époque d'analyser bien ce qui se passait, tu vois. J'étais là, je vivais, hein, j'étais là, pas là en chercheur. C'est après que j'ai réfléchi un peu à ce qui s'était passé. Donc t'as pas terminé le Ramadan? Oui. Si. Ah, si. Ah, ouais. Ramadan, la fête et tout. Oh, ils étaient fiers. Hein. Puis je voulais leur montrer que je tiendrais. Si, je l'ai fait sans souci. C'est une belle expérience pour comprendre davantage les Marocains. De le vivre avec eux. Ah bah oui, c'est fondamental. Après, bon, moi je suis arrivée, j'avais 22 ans et demi, je me suis rendu compte que c'était impossible de changer mes catégories mentales, tu vois, c'était trop tard. Je voyais bien que les gens fonctionnaient pas comme moi, qu'il y avait des différences, que je pouvais comprendre, je pouvais observer, je pouvais voir que si je disais ça, ça avait telle conséquence, je pouvais voir ce que ça avait sur moi. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens avec qui je suis très proche, parce que souvent les Marocains me disent « Ah, Ntia Dielna, tu es des nôtres », ce qui est super gentil. « Ouliti Maghrebiya, tu es devenue marocaine ». Bon, si c'est le chauffeur de taxi qui me dit ça parce que je parle bien l'arabe, je lui dis « Ah, shukran », et puis voilà. Mais je sais que je ne suis pas du tout marocaine. Tu vois, c'est pour ça qu'on parlait de nationalité tout à l'heure. Je ne peux pas demander cette nationalité parce que je ne suis pas marocaine. Je suis étrangère au Maroc. J'aime ce pays. Je veux mourir ici, être enterrée ici. Je vais être enterrée là où je mourrai, mais si c'est ici, ça sera très bien. Mais je suis une étrangère au Maroc. Ça me va très bien. Parce que je trouve aussi
comparativement à nos chers compatriotes français, que les Marocains sont très tolérants pour les étrangers, tu vois, beaucoup plus que nous on l'est, et que personne ne va t'embêter pour être ce que tu es, tu vois, on te propose d'autres choses et tout, mais tu peux rester toi-même, ouais. Tu peux rester toi-même, et moi je suis mariée avec un Marocain, ma belle famille qui est très traditionnelle, ils ne m'ont jamais empêché rien du tout, ni demandé d'être ce que je ne suis pas. Après, on ne se comprend pas toujours, mais on ne m'a pas dit qu'il fallait ceci. Et je trouve que le statut... Bon, déjà, moi, je te parle d'un temps où, c'était il y a 50 ans, le statut de la femme marocaine, ce n'était pas encore très facile. Mais il était bien plus facile d'être une femme étrangère au Maroc qu'une femme marocaine, tu vois, parce que toi, on ne te demande pas où tu vas, si tu vas au cinéma. Ou moi, je fumais à l'époque, je fumais dans la rue. Enfin, je fume plus, mais je trouve que c'est pas bien de fumer dans la rue. Mais tu vois, à l'époque, personne ne m'a jamais ni traité de pute, ni rentre chez toi, ni rien du tout, parce que je fumais dans la rue. Donc voilà, c'était... Le Maroc enfin peut-être le Maghreb, je ne connais pas les autres pays, mais c'est quand même très très différent, malgré toute cette familiarité, mais c'est super agréable, c'est super sympa, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que tu apprends vraiment qui tu es. Tu vois, confronté à... Quand tu es qu'avec des gens qui fonctionnent comme toi, tu ne te rends pas compte. Mais là, tu sais que tu as besoin un peu d'intimité, tu as besoin de ceci. Ça, tu peux pas, ça, tu peux pas, ça c'est génial, ça, tu l'apprends. Je pense que j'ai appris beaucoup du Maroc au niveau gentillesse, hospitalité, offrir, tout ça. Le Maroc m'a appris tout ça. Mais structure mentale, impossible de les changer. Et j'ai pas envie. Pas envie. Et à partir de combien de temps tu as été en paix avec ça, que cette partie-là de toi, ça ne changera pas? Déjà, il a fallu que je m'en rende compte. Donc, au bout de 2 ans après, j'ai rencontré mon mari très vite. C'est pour ça que je ne suis pas rentrée. J'ai rencontré mon mari et donc sa famille, ma belle famille. Et là, si tu veux, tu vois, ces gens-là qui étaient complètement différents de moi, qui m'acceptaient comme j'étais, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, mais voilà, c'est ça la vie, quoi. T'es comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, toi tu fonctionnes comme ça. Ma belle-mère, elle disait des fois, quand mes belles-sœurs disaient quand même, ceci, cela, elle dit, elle est étrangère, laisse-la tranquille. Qu'est-ce que tu lui veux, tu vois? Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Et c'était magnifique, tu vois. J'avais une liberté que j'aurais peut-être même pas eue avec un franchouillard en France et sa mère ou la belle famille. Elle est étrangère, c'est pas pareil. Non, elle n'est pas comme nous, laisse-la tranquille. Et voilà, je crois ma belle-mère qui m'a appris cette tolérance, tu vois, cette acceptation des autres. Elle n'est pas comme nous, oui. Elle ne cherchait pas trop à savoir pourquoi ni comment, mais c'était une acceptation entière et totale, c'était chouette. Et j'aimerais que tu nous racontes la rencontre avec ton mari, comment ça s'est passé. Alors, mon mari, c'était mon voisin de palier, depuis toujours. Et mon mari, il était c'est au Maroc quelqu'un de connu. Il travaillait à la radio, il est très connu. Il était très beau, il est encore très beau, et il avait beaucoup de succès. C'était la première vague des vedettes, entre guillemets, enfin des modèles d'identification marocains. Les Français étaient en train de quitter. Lui, il a été un des premiers Marocains à remplacer les Français qui tenaient encore la radio. Donc, il avait plein de succès, plein de nanas, dans l'escalier, ça allait, ça venait, ça. Et puis lui, il dragouillait un peu, tu vois, quand il me croisait dans la rue, tout ça, ou dans l'escalier. Enfin, sans plus, c'était vraiment pas mon genre de monsieur du tout. Par contre, j'étais très copine avec sa mère. Ils habitaient, c'était un collectif de journalistes. Il y avait plusieurs journalistes, c'était un grand appart à côté du mien. Chacun louait une chambre. Et j'avais connu sa mère, qui était très sympa. Et quand il était parti, j'allais papoter des fois avec sa mère, qui me faisait un petit thé, tout ça, et on papotait. Et puis voilà, au moment où je devais partir, le 31 août, je devais recevoir mon billet d'avion de l'organisme avec lequel j'étais venue. Par Telex, à l'époque, ça existait, Telex. Donc, j'avais pas grand-chose. Moi, j'avais acheté 2 assiettes, une théière, 2 verres à thé. Donc, j'avais fait tout un petit carton avec mes affaires que j'avais donné à sa mère.
J'ai dit, tu sais, je pars demain, je te donne ça. Ben merci, merci. Et puis, je rencontre, et mon mari rentre, enfin, ce monsieur rentre chez lui, il dit, qu'est-ce que c'est ce carton? Et ma belle-mère, mon actuelle belle-mère, dit, bah, c'est la voisine qui s'en va, elle m'a donné ses affaires. Ah bon, la voisine s'en va? C'est pas possible, ça. Donc, il vient me voir, il paraît que tu pars. Et je dis, oui, oui, ça y est, je vais chercher mon billet d'avion Air France, je pars demain. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, je t'accompagne à Air France. Bah, si tu veux, donc c'était Place Pietri, c'est pas loin. Air France, c'était pas loin. On va à Air France, le Telex est en panne. Il faut attendre 3-4 jours. Je dis, c'est pas possible, moi je devais partir le 31 de cet appartement qui m'avait été loué, puis je savais que quelqu'un arrivait le 1er septembre. Je dis, mais où est-ce que je vais aller? Donc, alors, mon actuel mari dit, bah écoute, viens chez nous, c'est grand. Je dis, non, 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 je vais aller chez Amina, là, en Médina, où j'avais d'autres copines. Il me dit, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à porter ta valise, viens chez nous, c'est à côté. Voilà, puis dans 3-4 jours, je t'embêterai pas. Je dis, oh oui, mais avec toi, tu vas me coller aux fesses et tout ça. Non, 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 non. Mais non, mais il y a ma mère, elle va te surveiller. Donc, bon, je me laisse faire. Je dis, bon, ok, je vais chez vous. Et moi, je dis, oh là là, il faut que je prévienne mes parents. Puis, c'est vrai que tout était compliqué, tu vois, parce que il n'y avait pas de télé. On n'imagine pas maintenant comme c'est téléphoné, que j'arrive pas, le téléphone qui marche une fois sur 14. Donc, ben, je vais chez lui, et puis est arrivé ce qui est arrivé, tu vois, on a couché ensemble, et puis j'ai dit, oh, ben, tout compte fait, il est sympa, il est pas mal. Je reste encore 8 jours, bon, déjà jusqu'au billet d'avion, et puis même quand le billet d'avion, il me dit, oh, ben, reste un peu, regarde, on est bien, tout ça. Je dis, bah ouais, d'accord, allez, moi, la fac, ça commence que le 15 septembre, je vais rester jusqu'au 15 septembre, et puis en fait, je suis jamais reparti, tu vois. Donc voilà, l'histoire. Et t'es resté vivre là-bas alors? Ou comment ça s'est... Alors, bah non, on est parti. Bon, moi, j'avais plus de travail. Mon mari gagnait 3 francs 6 sous. J'ai dit, moi, je ne veux pas me faire entretenir par Au début, je n'avais pas de projet de rester avec lui. Donc, j'ai dit, il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Alors, bon, on me dit, bon, c'est pas grave. Tu sais, quand il y en a pour 2, il y en a. Ah, je dis, non, 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 non. Moi, je n'ai pas une femme entretenue. Donc j'ai été chercher du boulot et je me suis dit, bon, moi je suis EduxP, je vais essayer de voir dans les écoles si je peux pas être aide maternelle ou quelque chose. Donc je sais plus si j'en ai fait. Non, c'est une voisine dans notre immeuble à qui je raconte cette histoire, puis je dis, tu sais pas où je pourrais trouver du travail? Elle me dit, va à l'école La Salle, là je crois qu'ils cherchent, c'était la rentrée, tu vois, ils cherchent du monde. Je vais à l'école La Salle, je tombe sur un directeur français, adorable, qui s'appelait Monsieur Salle, pour l'école La Salle. Et Monsieur Salle, je dis, voilà, je suis éducatrice spécialisée, je cherche du travail. Ah, il me dit, oui, 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 vous nous tombez du ciel, on n'a pas d'enseignante, le CP, ça vous va? Bon, moi, dans ma tête, c'était plutôt aide maternelle, tu vois, je voulais faire. Oh, j'ai dit, oui, 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 ça va. Oui, oui. De toute façon, je fais un mois, je lui donne mon mois, et puis je m'en vais. Bon, bah d'accord, bah alors écoutez, c'est bon, demain, 8 heures, d'accord. Puis après, il me dit, mais vous me demandez pas combien vous allez gagner? Ah, bah oui, oui, alors combien je vais gagner? Il me dit 800 dirhams. Oh, bah j'ai dit, c'est très bien. Je lui dis, c'est très bien. J'en avais rien à foutre. Ce qu'il me donnait, j'allais le laisser à mon mari, et puis voilà, je repartais. Pour moi, c'était pas du tout définitif, ça, c'était une petite aventure comme ça. Puis il me dit, le directeur, il me regarde comme ça, bien dans les yeux, puis il me dit, dites donc, vous allez pas me lâcher en cours d'année, hein? Vous savez, les CP, c'est important. Alors je dis, oh non, 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 bien sûr, monsieur, non, non, non. Puis moi, je me dis, mais j'exagère parce qu'il a raison, c'est une maîtresse de CP, ça se fait pas de... Non, 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 je vais pas vous quitter en cours d'année. Il a insisté 2-3 fois, c'est sûr, hein, parce que je vous en voudrais beaucoup. Je dis, non, 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 je pourrais pas faire ça quand même. Moi-même, je dis, mais quelle menteuse je suis. Bref, j'ai fait évidemment toute l'année. J'ai même travaillé 2 ans chez eux, 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi. Bon, c'était une expérience aussi intéressante parce que, bon, j'étais pas du tout instite à l'époque. Et je me tapais, je dis, mon Dieu,
2 classes de CP de 35 élèves chacun, une le matin, une l'après-midi. On faisait la même chose matin et après-midi et ça tournait avec la maîtresse d'arabe. Donc tu vois, j'avais 70 élèves, il fallait leur faire classe. Moi, je tombais dans ce monde. Heureusement, il y avait une institut très sympa, Marie, une Belge, qui était une vraie institut, elle, et qui m'a tout appris. Tu vois, elle me dit, voilà, comment on fait. J'ai bossé comme une folle, parce qu'à l'époque, CP, tu vois, il y avait des cahiers avec des petites lignes, mais il y avait, maintenant, il y a des cahiers tout faits, avec les modèles tout faits. Je faisais 70 cahiers. Moi, j'écris très mal. Donc, il fallait faire des modèles, 70 modèles tous les soirs. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bossé comme une folle avec cette école. Mais bon, voilà, j'ai appris. Et puis, c'était un autre monde, tu vois, c'était une école privée. Il n'y en avait pas énormément à l'époque. Et c'est là que j'ai rencontré, donc c'était 75, des familles qui investissaient dans un de leurs enfants, dans cette école. C'était l'enfant qui leur paraissait être le plus à même de faire des études, parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer les études à tous les enfants. Et celui-là, il était à l'école privée, on payait pour lui, mais il fallait qu'il réussisse. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Hein, Après, je suis devenue institut, je te raconterai après. Mais on entendait les mouches voler. Ils étaient d'une sagesse, ces gosses, tu vois. Ils bossaient, ils bossaient. Et on avait des livres complètement crétins. Daniel et Valérie, je sais, enfin, c'était les méthodes françaises, tu vois, pour des gosses. Ils n'étaient pas francophones quand ils arrivaient. Ils apprenaient à lire en français en même temps qu'ils apprenaient le français. Donc, oui, c'était double effort et tout ça à mi-temps. Et on avait le même programme que dans des CP français qui étaient francophones et toute la journée pour ingurgiter ce programme. Là, c'était à mi-temps, pas francophone au départ, des classes de 32. Oh, et les gosses, ça marchait. Hein. Puis ceux qui ne marchaient pas, les parents retiraient de l'école et ils en mettaient un autre l'année d'après jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui pourrait faire des études. Et c'était un apprentissage aussi de comment on peut voir l'avenir à travers ses enfants, mais on ne peut pas pour tous. Donc, Et je sais que tu es très active dans plusieurs associations. Alors ça, c'est une autre vie. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Dernière pause dans cette vidéo pour t'annoncer que si toi aussi tu as envie de passer de l'autre côté, de te faire interviewer sur Entreprendre et vivre au Maroc, c'est possible. On a créé une page qui s'appelle Collab sur le site spécialement pour ça. Si tu veux sponsoriser une vidéo, présenter ton produit, tes services, n'hésite pas à checker la page et me contacter et je te répondrai si ça correspond à notre état d'esprit. Bon, après tout ça, bref, j'ai retravaillé Il y avait 3 centres d'enfants handicapés au Maroc à l'époque. Celui pour lequel j'étais venue, le centre Amal, qui était géré par la mutuelle des fonctionnaires, le centre Es Salam et le centre El Manar. Donc, après avoir travaillé dans l'école, et puis je savais que j'allais rester, je dis, je vais faire mon vrai métier parce que je ne suis pas institut, quoi. Donc, je suis retournée on a eu un enfant, un garçon, et je suis allée dans un des centres, comme éducatrice à plein temps. Donc là, voilà, j'ai passé 2 ans, sans très grand bonheur, mais quand même, je me suis fait des amis et tout ça. Et dans ce centre-là, un jour, on dit au directeur Caritas, donc tu vois ce que c'est Caritas, c'est une ONG chrétienne qui faisait beaucoup de choses pour le Maroc à l'époque, notamment au niveau social. Et Caritas offrait une formation des éducateurs qui travaillaient au Maroc en Allemagne, un stage de 15 jours. Mais ils voulaient des diplômés. Il fallait un diplômé par centre. Là où je travaillais, j'étais la seule diplômée. Donc la directrice, elle a dû m'envoyer moi. Et puis, bon, il y avait un par centre du Maroc, il y avait 3 de Rabat, un de Tanger, un de Tétouan, un d'Agadir, Alors handicapés physiques, il n'y avait pas énormément d'éducateurs à l'époque, mais on était tous diplômés. Et on se retrouve en Allemagne. Enfin, je veux dire, on était complètement étourdis, parce que moi, j'avais une formation en France, mais l'Allemagne, c'était la sophistication de la prise en charge spécialisée, c'était époustouflant, si tu veux. Ils nous ont fait visiter, en plus, on a circulé, ils nous ont fait visiter des centres pour autistes, des centres pour handicapés physiques, des centres super luxueux, tout était grand luxe. Tu avais un éducateur par gamin, des appareillages. Et nous, on avait quoi? Des chaises, un tableau, de la craie
et la nature pour rééduquer les enfants. Tu n'avais pas de jeu pédagogique, tu n'avais rien. Et il nous montre ça. Tu vois, donc bon, on en avait plein les yeux. Puis le soir, quand on se retrouve, on dit, mais à quoi ça nous sert? On n'apprend rien. Enfin, on est frustré, on a les boules et c'est tout ce qui se passe. Donc voilà, on a fait le tour d'Allemagne, super luxueux, ils nous ont gâtés. Ça faisait même un peu... C'était trop, quoi. C'était inadapté, quoi. Dernier jour, bilan. Alors, qu'est-ce que vous retirez de ces 10 jours en Allemagne? Moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, que de la frustration. Ce que vous nous avez montré est passionnant, mais c'est tellement loin de ce qu'on peut faire nous, c'est pas possible. Ça ne nous sert à rien. Tout ce qu'on a vu, on ne peut rien transmettre, on ne peut rien. Il dit, oui, ça, on le sait, on connaît votre pays. Oui. Et il y avait, avec nous, dans le stage, un monsieur de Kénitra qui était le président de Caritas Maroc, monsieur de Saget. Il dit, on le sait ce que vous vivez. Alors pourquoi vous nous faites ça? C'est gentil, mais c'est de l'argent foutu en l'air, parce que, il dit, vous pensez qu'on n'a pas réfléchi? Vous êtes qui, là? C'est qui qu'on a réuni? J'ai des éducateurs d'Agadir, de Tanger, Bon, et vous êtes tous, vous avez tous des diplômes. Oui, on est tous des diplômes. C'était des diplômes majoritairement de France. Alors oui, il nous dit, mais vous pleurnichez, mais comment ça va changer au Maroc? Qu'est-ce qui peut faire changer les choses? Je sais pas, nous. Pourquoi ça serait pas vous? Vous êtes tous diplômés. Les seuls éducateurs qu'il y a au Maroc, c'est vous. On vous a tous réunis. Vous croyez que c'est vos directrices et tout qui vont changer les choses? Non. Si le changement peut se faire, c'est de vous qui... Ah oui, mais nous, on n'a pas d'argent, mais nous, on est jeunes, mais il faut de l'argent pour faire quoi que ce soit. On vous a montré qu'on en a de l'argent, nous. Vous avez vu qu'on en a de l'argent. Si on vous a montré qu'on avait de l'argent, c'est pour vous aider. Donc faites quelque chose, arrêtez de pleurnicher, faites quelque chose, et nous, on finance. Ah... oui, d'accord. Donc le dernier soir, dans une chambre d'hôtel à Fribourg, en Allemagne, on a créé une des associations qui s'appelle, elle a changé de nom, mais l'AMSAM, dont j'étais membre fondateur. Donc on est rentré au Maroc et bêtement, on a chanté notre projet sur les toits. Vous savez, c'est génial, on va faire un truc, ça va être mieux que tout le monde, et puis les Allemands vont payer. Ah, nos directrices se sont dit, oh là là, mais c'est dangereux, là, il y a tous les éducateurs du Maroc qui sont réunis, ils vont nous faire du tort, ils vont nous quitter, ils vont nous faire du tort, c'est pas possible. Donc ça, c'est ce qu'on a compris plus tard qu'elles se disaient, parce qu'on criait tellement notre projet partout. Donc, donc on a associé d'autres professionnels que les éducateurs, des psychologues avec qui on travaillait. On dit, venez, on va faire une association, ça va être super. On s'est réunis, on a fait des statuts avec monsieur de Saget, le président de Caritas. On a fait des statuts, on a appris comment on faisait des statuts, machin, et on a été déposer ça à la préfecture. On attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, pas de réponse. On va voir, non, si vous n'avez pas de réponse, c'est que c'est non. Pourquoi c'est non? Ça va pas ce que vous avez fait. Donc on se réunit, qu'est-ce qui va pas? Et puis on apprend quand même par la bande que c'était nos directrices qui avaient le bras long, qui avaient tout fait bloquer pour pas qu'on ait l'autorisation d'exister. On continue à travailler chez elles. On s'est dit catastrophe, Et puis petit à petit, des menaces pour les étrangers. Toi, on a vu que tu avais bu une bière, je sais pas où, tu vas prendre l'avion. Toi, monsieur de Saget, qui était un directeur d'usine à Kénitra, il s'est fait menacer. Enfin, on s'est tous fait menacer, les étrangers, de reprendre l'avion si on ne se calmait pas nos ardeurs de faire quelque chose. Donc on s'est dit, oh là là, mais c'est grave, on fait tant peur que ça, parce que nous, on était enthousiastes de faire quelque chose, mais il était hors de question de faire du mal aux autres, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, vraiment, comme il n'y avait rien. On ne voulait pas du tout juste quitter nos directrices, mais pas les faire fermer du tout. Et elles ont été paniquées. Donc on a eu la preuve que c'était vrai. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on n'était rien, toi, Marion Berthoud,
Mohamed Gelzim, enfin, on était des petits éducateurs inconnus de personne. Donc j'ai dit, eh ben moi je vais aller voir mon Benani, le monsieur qui m'avait accueilli. Je dis, Abdelkrim, regarde, voilà. Ils veulent pas qu'on fasse quelque chose et nous on a envie de faire une association pour nous occuper d'handicapés. Il me dit, bon, laisse-moi réfléchir, reviens demain. Je reviens demain. Il me dit, bon, tu vas prendre comme président le docteur Ramzi, qui était ministre des Habous. Tu vas aller voir le docteur Paes, qui est directeur de l'hôpital Razi, l'hôpital psychiatrique. Tu vas voir le docteur Fikri, qui est médecin-chef de la préfecture de Rabat Salé. Tu vas voir Madame Hassar, présidente du Croissant Rouge. Que des sommités au Maroc irréprochables. Et tu fais un bureau avec eux, vous existez, ils ont tous dit d'accord pour que tu puisses faire ton truc. Tu fais un mandat de 3 ans et vous faites le boulot. Hein. Eux, c'est juste pour constituer un bureau et cautionner votre travail. Vous travaillez et si ça marche votre truc, et ben après vous existerez. Je dis c'est super sympa et tout ça. Donc on a réuni tous ces gens, on était impressionnés comme tout. Tu vois, c'était vraiment, tu te trouves avec le ministre, machin. On dit vraiment quelle chance. Ils étaient tous adorables. On s'est réunis chez une de mes copines là, qui était psychologue, sur sa petite banquette, dans son petit appart tout simple. Tu vois, on avait cette grande dame qui était Madame Hassar, présidente du Croissant Rouge. C'était, pour nous, c'était étourdissant. Bien sûr qu'on a eu l'autorisation dans les 15 jours et on a commencé à réfléchir à ce qu'on allait faire. Mais c'est qu'on n'était quand même pas très mûrs. On a voulu faire comme les autres, mais en mieux. Comme les autres, c'est-à-dire un centre, un externat, un IMP avec des groupes, des éducateurs. On a loué une maison très jolie d'ailleurs. Et puis on s'est rendu compte qu'on ne trouverait pas d'éducateurs, qu'il n'y avait pas d'éducateurs, que ça n'allait pas le faire et qu'on n'allait pas y arriver. Donc on s'est dit, bon, on se calme, on réfléchit d'abord avant de faire comme tout le monde, de faire tous ces modèles, c'était des modèles occidentaux, c'était des Françaises ou comme moi, comme tout le monde, des gens formés en France. Donc on plaquait le truc français ici, dit on va réfléchir à autre chose et on a fait, bon j'avais encore des contacts et puis mes copines aussi, des contacts, on a fait venir des gens, des psys, des médecins, des éducateurs, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis, bon, on a quand même pas mal bossé. Et puis, on s'est dit, mais on est bête. La société marocaine, elle rejette pas encore vraiment les handicapés. Pourquoi ne pas utiliser toutes ces familles qui sont adorables en les aidant, en consolidant la prise en charge familiale et en secondant les familles plutôt que de leur retirer leurs mots, mais en essayant d'ouvrir les portes de l'école, etc. Donc, on s'est dit, on ne sait pas du tout qui on va faire une espèce de consultation ouverte et voir qui vient. Et puis proposer, effectivement, d'aider les familles, mais sans prendre les enfants. Donc on a eu, grâce à tous ces gens qui étaient dans le premier bureau, des locaux dans le dispensaire de la Médina, et on a commencé et Caritas était d'accord de payer des gens, donc c'est des professionnels. Donc il y avait des éducateurs, des kinés, des orthophonistes, et on recevait les gens, les familles. Et on a été inondés, parce que comme il n'y avait rien au Maroc, que c'était gratuit, les centres qui existaient étaient payants, donc ça éliminait une grande partie de la population. Donc on a eu plein, non, un succès fou, il y avait la queue, et on a été très très vite débordés. Et puis entre nous, on s'est disputés à l'intérieur du groupe. Il y a eu des gens qui ont volé dans la caisse, donc on s'est séparés. On les a laissés continuer, les autres. Et nous, on a reposé nos valises pour réfléchir. On dit, bon, on les laisse continuer parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Bon, ils nous ont volé, mais ce qu'ils font, c'est quand même pas trop mal. Nous, on va faire autre chose. Et dans notre observation de ce qu'on avait fait là pendant les 4 ans, on avait reçu des gens, on s'était dit, on ne peut pas tout faire. Il y a trop d'handicapés, il faut qu'on fasse une tranche d'âge, une catégorie, une pathologie, mais on ne peut pas tout faire.
Donc on s'est dit qu'on allait choisir entre les trisomiques et les IMC, infirmes moteurs cérébraux. Parce que les IMC, c'était ce qui bousillait le plus de familles. On avait vu des cas dramatiques avec des familles massacrées par cet enfant lourdement handicapé, que c'était vraiment lourd. Et puis les trisomiques, parce que les parents d'enfants trisomiques étaient très présents auprès de nous, ils voulaient faire quelque chose, ils voulaient nous aider. Et voilà, c'était les plus parties prenantes pour faire avec. Les parents des enfants IMC, faites quelque chose, on vous donne notre gosse pour toujours, faites un internat. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et dans le premier centre où j'ai travaillé, là, il y avait le psychiatre de la maison, s'appelait Dr Chkili. C'était le premier psychiatre marocain. Et le docteur Chkili, moi j'avais une vénération pour lui, je l'ai toujours d'ailleurs. Et il était médecin-chef de l'hôpital Razi. Donc j'ai été le voir, j'ai dit, écoutez docteur, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, une association, Maintenant, on veut faire soit quelque chose pour les trisomiques, soit quelque chose pour les IMC. Il me dit, Marion, l'urgence, c'est les IMC, c'est un drame au Maroc. Si vous avez de l'argent, faites les IMC, mais il faut beaucoup d'argent, parce que pour le faire bien, il faut des appareillages, sinon ça sert à rien, c'est de la garderie. Si vous avez beaucoup d'argent, faites ça, ça sera de salut public. Si vous n'avez pas d'argent, occupez-vous des trisomiques, vous aurez beaucoup de satisfaction et vous ferez beaucoup de choses très intéressantes avec les trisomiques et leurs familles. On a vite choisi les trisomiques parce qu'on avait Caritas, il nous avait dit on vous aide 3 ans, c'était fini les 3 ans. Donc on s'est mis à nous occuper que des trisomiques et on a fait un centre qui existe toujours, qui s'occupe de trisomiques. Voilà, ça c'était la première association. Donc avec une prise en charge légère, si tu veux. Voilà, ce qu'on voulait, c'était accompagner les familles, surtout pas retirer les gosses des familles, les laisser dans la société, les intégrer le plus possible dans les écoles. On a créé le concept de classe intégrée. 2-3 ans après qu'on se soit occupé de trisomiques, on faisait des colloques tous les ans pour réfléchir aussi à ce qu'on faisait. On faisait venir des gens. Et il y a un monsieur qui est venu, qui nous a parlé de classe intégrée, qui s'appelait Patrick Lefebvre. Et Patrick est venu, il était instituteur spécialisé à Rouen, en France, et il avait une classe dans une école normale d'enfants trisomiques. Il y avait un papa de nos enfants trisomiques qui était à l'époque secrétaire général du ministère de l'Habitat, monsieur Lamrani, qui dit « c'est ce qu'on veut au Maroc. Ce monsieur, il faut le faire venir. Voilà, on va ouvrir une classe avec ce monsieur. » Mais ce monsieur, il est institut à Rouen, Patrick, tu peux venir? Il dit « ah ben non, moi je suis là-bas. » Et puis, l'année scolaire se finit. Puis le papa, il continue à écrire à Patrick. Venez. Il finit par dire, écoutez, si j'ai les mêmes conditions de travail qu'en France, je veux bien venir, mais voilà, il me faut. Moi, je suis fonctionnaire, titulaire. Je peux pas interrompre ma carrière pour venir au Maroc. Bon, d'accord, on va faire un contrat de coopération. La coopération avec l'enseignement primaire, c'était fini depuis longtemps. C'était plus possible. Lui, il a réussi à faire ça. Donc, on a pu faire venir Patrick dans le cadre de la coopération internationale, avec un contrat avec l'ambassade de France et l'éducation nationale française. Il est venu, et à ce moment-là, était ministre de l'Éducation nationale le docteur Chkili, le fameux psychiatre que j'avais connu jeune, qui était devenu médecin-chef, et qui était ministre de l'Éducation nationale. On a été frappé à sa porte, dit, voilà, docteur, Marion, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on voudrait faire des classes intégrées au sein de l'école publique marocaine. Mais c'est génial, mais bien sûr, mais oui, mais je signe et tout ça. Donc, on a pu faire des classes avec ce Patrick, former des instituteurs marocains et ouvrir 3 classes dans 3 écoles de Rabat. Et après, ce concept a été récupéré par l'éducation nationale qui l'a généralisé. Et maintenant, il y a des classes intégrées partout. Donc c'est une association. C'était une grande victoire pour vous, cette étape-là. Oui, c'était super. Non, on a fait plein de trucs chouettes, mais bon, on en a jusqu'à 3 heures du matin si je détaille. Tout à fait autre association, Français du Monde. À l'époque, ça s'appelait ADFE. Donc, pendant des années, j'ai vécu en circuit que marocain. Les centres d'enfants handicapés, etc. Et puis, en 1982, on avait un petit garçon qui avait 3 ans et moi je gagnais rien dans les centres d'enfants handicapés. Mon mari ne gagnait pas, il n'était pas encore titulaire non plus. On gagnait pas trop de sous et moi j'avais une obsession en française un peu bornée,
c'était la santé. Je voulais la sécurité sociale. Je me dis, si mon gosse est malade, parce qu'on n'avait rien, pas de sécu, Si mon gosse est malade, moi, je ne peux pas supporter qu'il... Et puis, bon, on comptait quand même les sous. Tu vois, le mois où on avait fait le vaccin chez le pédiatre, on ne pouvait pas lui acheter des chaussures. Enfin, je demandais à mes parents m'aidaient financièrement. Je dis, bon, à 32 ans, j'ai encore papa, maman qui payent pour le gosse, c'est pas possible. Donc, j'ai dit à mon mari, moi, je vais rentrer en France, hein, je ne peux pas supporter ça. Ah, mais il n'est pas question, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en France, moi j'ai dit oui, mais au moins je vais gagner ma vie, on aura la sécu. On aura la sécu, comme ça, s'il y a quoi que ce soit. Mais il dit, mais moi, mon mari, c'est un autodidacte aussi. Qu'est-ce que tu veux? Je vais aller travailler chez Renault en France, il n'est pas question, c'était une vedette à la radio ici. Non, on va trouver autre chose, on va trouver quelque chose, t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Moi, je ne sais rien faire à part être éduque. Mais je vais t'ouvrir une boutique, tu vas vendre des fringues, les Marocaines, elles aiment bien les boutiques tenues par des Françaises. Je dis, mais tu rêves? Je dis, moi, les fringues, pour moi, je m'en fous. Et je vais pas me farcir de vendre des fringues à des Marocaines qui aiment ça et que j'y connais rien et j'ai pas de goût. Mais si, ça va marcher, tu vas t'adapter, Ah, je dis, oh, non, pas question. Et puis, mon mari, un soir, va à une réception à l'ambassade de France. Et il revient, il dit, ça y est, j'ai trouvé du boulot. Je dis, mais qu'est-ce que tu as trouvé? Il dit, oui, tu vas travailler. J'ai vu monsieur Bron. Il m'a dit qu'il allait te trouver un poste, Je dis, oui, mais je ne sais pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu cherchais du travail. Je dis, oui, mais enfin, pas n'importe où, je ne peux pas faire n'importe quoi. Non, mais il m'a dit qu'il fallait qu'on aille voir l'inspecteur demain, Je dis, mais quel inspecteur? Il me dit, tu connais pas, toi, l'inspecteur? Je dis, non, moi, je connais pas l'inspecteur. C'est qui, l'inspecteur? J'ai cru que tu connaissais l'inspecteur. Je dis, non, je sais pas de quoi tu parles. Je dis, va revoir ton monsieur et demande-lui où est l'inspecteur. Et qui c'est l'inspecteur? Et l'inspecteur de quoi? Donc, mon mari se renseigne, c'était l'inspecteur de l'éducation nationale. Il me dit, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale qui s'occupe des écoles. Tu vas travailler dans une école. Je dis, bon, déjà, c'est un peu mon rayon, ça va. J'avais fait mes 2 ans là, dans l'école privée. Bon, d'accord, on prend rendez-vous chez l'inspecteur. On rentre dans le bureau de l'inspecteur. L'inspecteur voit mon mari. À l'époque, mon mari faisait le journal télévisé. Ah, vous êtes le monsieur de la télé. Oh, asseyez-vous. Oh là là, qu'est-ce que je suis touchée de vous voir en vrai. Oh, mais qu'est-ce que vous parlez bien. Alors, racontez, comment ça se passe? Le journal télévisé, qui c'est qui l'écrit? C'est vous, on vous l'écrit, vous vous maquillez, c'est les spots. Et puis moi, j'étais comme une petite merde sur une chaise derrière. Et mon mari qui raconte. Et puis l'inspecteur lui dit, est-ce que je pourrais venir assister à un journal télévisé pour voir comment ça se passe? Mais bien sûr, monsieur, il n'y a pas de problème. Alors, venez lundi, vous prenez votre carte d'identité, vous me demandez, je descendrai vous chercher, il n'y a pas de problème, on fait ça. Alors, au revoir, monsieur. J'envoie un coup de coude à mon mari, j'ai dit... Et moi, qu'est-ce que... Alors mon mari dit, ah oui, alors, et pour ma femme? Ah oui, votre femme, qu'elle aille demain à 8h30 à l'école Lamartine. Et puis il n'avait plus du tout envie de parler de grand-chose. Pourquoi faire? Je dis, bon, je vais aller voir demain matin à 8h30 à l'école Lamartine. On s'en va, le monsieur était super content. À lundi, pour le journal télévisé, au revoir madame, au revoir monsieur, tout ça. Je cherche où est l'école Lamartine, parce que je connaissais rien des trucs français. Moi, à l'époque, mon fils était dans une petite garderie française. J'étais vraiment dans le système marocain, mais je ne connaissais pas le système français. Je trouve où est l'école Lamartine. J'arrive le lendemain à l'école Lamartine. Je dis, voilà, je suis Marion Berthoud, je viens de la part de monsieur Amen. Il s'appelait Amen, l'inspecteur. Oui, je suis au courant. Asseyez-vous sur la chaise. Je dis, déjà, il est au courant. Je m'assois, c'était un samedi, 2 octobre. Toute la matinée, je reste sur la chaise et rien ne se passe. Personne vient me chercher, personne vient. Et moi, c'était une école très traditionnelle, je ne connaissais rien. Donc à 11h30, ça sonne, au revoir, bon week-end. Et je dis au monsieur qui m'avait accueilli, je dis, moi, à lundi. D'accord, à quelle heure? À 8h30, d'accord. Je suis revenue lundi et je suis restée sur la chaise toute la journée du lundi, toute la journée du mardi, toute la journée... Alors là, tu te dis, c'est un rêve, j'ai loupé quelque chose, je décodais vraiment pas ce qui se passait. Qu'est-ce que je fais là? Donc tout le mois, je suis restée sur la chaise. Ce monsieur qui voulait pas me parler, moi j'osais rien. Je comprends que
c'était le directeur, qui avait son bureau à côté de mon cagibi, parce que c'était vraiment un cagibi. Et c'était là où il y avait la cafetière pour les instits à la récré. Alors il y avait une dame très sympathique, qui ne trouvait pas du tout anormal que je sois sur une chaise, qui venait allumer la cafetière à moins 10. Les instits venaient de 10h à 10h15. Personne ne me calculait. Je ne dérangeais pas non plus, mais je ne savais pas ce que je faisais là. Alors, bon, j'ai fini par dire à la dame, si vous voulez, moi je peux appuyer à moins 10 sur le... Oh ben c'est gentil, oui, je veux bien. Voilà, bon, je dis déjà. Et puis je me suis dit, mais est-ce que je vais être payée à la fin du mois? Parce que moi, le but, c'était d'avoir des sous pour payer la sécu. Et effectivement, 2000 dirhams. Alors que je gagnais 700 dirhams à travailler dans un établissement, bon, j'ai sauté des épisodes, un établissement d'enfants, un internat chez Madame Alamar. Je travaillais un nombre d'heures incalculable pour 700 dirhams. Là, j'avais rien foutu sur ma chaise à part le bouton. 2000 dirhams. Bon, ben, je dis, bon, ben, déjà, je vais pouvoir acheter des choses pour mon fils, je suis contente. Octobre, novembre, décembre, j'étais toujours sur la chaise. Et je ne savais toujours pas ce qui se passait. Mais j'avais 2000 dirhams chaque fin de mois. Et puis, je n'osais pas parler à personne, demander qu'est-ce qu'il faisait, qui était quoi. Et je comprends que le directeur était à mi-temps. Directeur, à mi-temps, il avait une classe. Et plusieurs fois, quand même, je lui dis, monsieur, je l'entendais taper à la machine, tu sais, avec 2 doigts, comme ça. Je dis, monsieur, si vous avez des choses à taper, je sais taper, moi, je peux vous aider. Demandez-moi ce que vous voulez, je peux passer la serpillière. Non, bougez pas, non. Enfin, juste avant les vacances de Noël, il me dit, vous m'avez proposé de taper, est-ce que... Là, je peux pas. Il me dit, est-ce que vous savez taper sur stencil? Je dis, ah oui, si vous avez le petit rose à ongles, là, pour boucher les fautes, je peux taper sur stencil. Ah oui, oui, j'en ai, parce que moi, j'en fais des fautes. Je dis, oui, alors je peux taper sur stencil. Donc, je lui tape à stencil, c'était un mot aux parents, bon Noël, signer les cahiers, retour le 6 janvier. Je lui tape ça en 2 minutes, et on me dit, ah, vous êtes rapide. Ah, puis vous n'avez pas fait beaucoup de fautes. Il me dit, est-ce que vous sauriez passer à la Ronéo? Je dis, non, j'ai jamais fait, mais je peux apprendre. Ah, il me dit, je vous préviens, ça salit, hein. Ben, je dis, c'est pas grave. À l'encre, ben, je dis, oui, mais je peux me salir, je peux... Alors, demain, amenez un tablier et je vous apprends à faire marcher la Ronéo. D'accord. J'étais contente, tu peux pas savoir. Donc, j'amène mon tablier, il me montre la Ronéo, c'était facile, il faut fiche de l'encre, mettre les trucs dans les trous, puis ça tourne, et puis, bon, effectivement, ça salit un peu. Donc, je lui tire son machin. Il était tout content. Il me dit, oh, ben merci, c'est gentil, ben merci, vous me tirez une belle épine du pied. Bon, donc je pars en vacances, j'avais fait quelque chose de mon trimestre. Je reviens en janvier, sur la chaise. Et je lui dis, écoutez, est-ce que je peux ranger les livres? Est-ce que je peux trier? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui... Ah, elle me dit, faites ce que vous voulez. Je dis, voilà, donc j'ai trié des livres, des trucs. Je dis, voilà, tout ça, c'est à jeter. Elle me dit, faites ce que vous voulez. Je dis, est-ce que vous permettez que je le vende là au poids là il y avait beaucoup de gens qui passaient à l'époque. Comme ça, je ramasse des sous. Je dis, faites ce que vous voulez. Donc, je range les livres qui me semblaient bien, je vends au kilo les machins, je vais acheter de la peinture, je vais acheter il y avait une espèce d'ampoule sans abat-jour, je vais acheter un abat-jour, je repeins mon cagibi. Au moins, j'étais bien dans mon cagibi. Et puis, un jour, il me dit... Bon, déjà, il me disait presque bonjour le matin. Et puis, un jour, il me dit... Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Ah ben, je dis oui, bien sûr. Elle me dit, il y a Madame Martin qui est tombée, qui s'est cassé le pied. Est-ce que vous pourriez la remplacer? Oh ben, j'ai dit oui, c'est quoi son travail? Il me dit, elle est aide maternelle. Je dis, je ne sais pas faire, mais si on m'apprend, je veux bien, moi. Donc, bonheur total, j'étais aide maternelle pendant 3 semaines. Donc, la dame qui venait allumer le café, elle était aide maternelle, donc elle super sympa, elle m'apprend, tu fais ci, tu fais ça, tu fais la poussière le matin, tu vas reculoter les gamins, tu pipi, caca, pinceau et tout ça. Bon. Je fais tout ça, et ça se passe bien, j'étais toute contente, j'ai travaillé 3 semaines. Au bout de 3 semaines, elle revient, donc je retourne sur ma chaise. J'avais toujours mes 2000 dirhams à la fin de chaque mois. Mois de mai, comme ça, il me dit, alors écoutez, là, je vais vous demander quelque chose, mais si vous voulez pas, vous me dites. Il y a Madame Carrère, c'était une maîtresse, qui est malade, est-ce que vous pourriez la remplacer? Je dis, vous savez, je ne suis pas maîtresse. Non, mais c'est des petites sections, il y a l'aide maternelle, Nicole, elle vous aidera, même si vous faites que de la garderie, c'est pas grave, mais il y a personne, ils ont personne. Ben, j'ai dit, écoutez, je veux bien essayer.
pendant, ça a duré quand même bien 15 jours, je crois, j'ai fait la classe de cette dame, petite section. Et dans cette petite section, il y avait un enfant trisomique, un enfant qui avait une division palatine, on ne comprenait rien à ce qu'il dit, et un enfant qui avait fait des crises d'épilepsie pendant la sieste. Moi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire de ces gosses. Tu vois, j'en parle à l'aide maternelle, je dis, écoute, ces gosses, est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que là, il y a quelque chose qui est fait pour ces hommes? Dit, oh, moi, j'en sais rien, tu demanderas à Madame Carrère. Moi, j'en sais rien, je ne sais pas. Je dis quand même, parce que la division palatine, il faut voir s'il y a une opération de prévue, s'il fait une rééducation, on ne comprend rien à ce qu'il dit, pauvre gamin. Et puis l'autre, sa crise d'épilepsie, c'est pas possible. Et la trisomie, moi, elle était aussi bien là qu'ailleurs. La maîtresse revient. Je l'attendais à la porte pour lui dire ce que j'avais fait déjà. Et puis, elle me voit. Eh ben, on aura tout vu. Me dites pas que c'est vous qui m'avez remplacé. J'ai dit, si, Madame Carrère, c'est moi, parce qu'ils n'ont trouvé personne, ils avaient personne, donc... Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, ben, je vais aller voir le directeur. Ah, ben, alors, maintenant, j'ai compris que j'étais la dernière des dernières, donc je n'ai pas posé mes questions avec les gosses. J'ai dit, bon, elle ne m'a pas demandé comment ça s'était passé, ce que j'avais fait, rien. Bon. Les gosses, ils étaient contents parce qu'ils m'aimaient bien, parce elle n'était pas marrante, cette maîtresse-là. Elle dit, oh, maîtresse, tu ne vas pas revenir. Parce que je leur ai dit au revoir le dernier jour. Je dis, oh, c'est votre maîtresse qui revient. Oh, c'était mieux avec toi, parce qu'on chante, parce qu'on danse. Parce que... Et je savais pas, ça me travaillait, mais je ne savais pas à qui parler. Et puis, alors que c'était la fin de l'année scolaire, tout d'un coup, je vois un petit monsieur qui passe devant mon cagibi et qui se dirige vers une porte où c'était écrit, j'avais repéré, psychologie scolaire, que j'avais jamais vue ouverte. Et un petit monsieur comme ça, qui avait l'air un peu marrant. Donc je regarde où est-ce qu'il va. Il va dans cette porte que j'avais jamais vue ouverte. J'ai dit, bah, peut-être lui, j'irai lui demander, je vais voir. Donc il ne ressort pas de son bureau. Au bout d'un quart d'heure, j'y vais. Je dis, bonjour monsieur, je suis sur la chaise, je ne fais rien. Mais j'ai été amenée à remplacer Madame Machin et j'ai observé que je ne sais pas si c'est normal, s'il y a quelque chose qui est fait pour ces enfants. Ah, mais alors dites-moi, comment ils s'appellent ces enfants? Alors, un tel. Il regarde dans ses dossiers. Bien sûr, cette conne, elle ne me les a pas signalés. Ben, j'ai dit, je ne sais pas, il faut signaler. Je ne sais pas comment ça se passe, moi, à l'école. Mais bien sûr qu'il faut signaler. J'ai dit, mais c'est quoi votre travail? Il me dit, moi, je suis psychologue scolaire, alors je passe mon temps à faire des tests au CM pour tout le Maroc nord, c'est-à-dire toutes les écoles de Rabat, Kénitra, Tanger, Meknès, Fès. Je passe mon temps à faire des tests sans intérêt, parce qu'à l'époque, il y avait tests en CM2, tests en 3e, et du coup, je ne fais pas mon boulot de psychologue scolaire. Ah bon, c'est quoi votre boulot de psychologue scolaire? Ben, c'est de m'occuper des enfants, comme ceux dont vous me parlez. Bon, asseyez-vous, je m'assois, alors racontez-moi le petit machin. Bon. Division palatine, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je dis, il faut voir si les parents savent, s'il y a une opération de prévue, s'il y a une rééducation de prévue. Ah oui, parce que, oui, vous avez raison, oui. Mais qui est-ce qu'on peut voir? Ben, je dis, il y a un tel... Déjà, il faut voir les parents, parce que peut-être que c'est tout à fait prévu. Et puis, il y a un tel qui est ORL, et puis il y a une telle qui est orthophoniste. Donc, il ne connaissait rien. Il note, il dit, ah, ben, dis donc, merci. Pour le trisomique, je dis le trisomique, il faut voir si les parents savent qu'il est trisomique et que ça ne va pas. Là, il est en petite section, c'est très bien, mais qu'il ne pourra peut-être pas continuer toujours. Juste savoir que. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas que les enfants étaient trisomiques. Et puis l'épileptique, je dis l'épileptique, il faut voir si les parents savent, qu'ils savent qu'il y a des crises d'épilepsie pendant la sieste, est-ce qu'il y a un traitement, il faut faire un EEG, etc. Ah oui, où est-ce qu'on peut faire un EEG? Je dis, il n'y a qu'un seul électroencéphalogramme à Rabat, c'est à l'hôpital. Il faut voir le docteur Mengel. Le docteur Mengel, c'est un neurologue, c'est lui qui les fait, etc. Mais il y a une queue pas possible, mais moi je le connais bien, donc je peux vous avoir un rendez-vous. Oh, super. Ce bonhomme, il était enchanté de m'avoir rencontré. Il me dit, mais vous faites quoi là? Je dis, écoutez, je ne sais pas trop. Je suis sur une chaise, je touche 2000 dirhams par mois. De temps en temps, j'ai fait 2 remplacements, un d'une aide maternelle, un d'une maîtresse, mais je ne fais rien. Je suis arrivée là par piston et je ne fais rien. Elle me dit, vous seriez mieux à m'aider, moi, vous ne pouvez pas m'aider à corriger tous mes tests et tout ça. Je ne sais pas si j'ai le droit. Si c'est moi qui vous le demande, bien sûr que vous avez le droit. Je dis, moi, je veux bien faire... Je suis toute la journée, j'ai lu comme jamais j'avais lu, je suis toute la journée à rien faire, je veux bien corriger tout ce que vous voulez si vous m'apprenez. Donc, il m'a appris.
à faire les tests. En plus, c'était la fin de l'année, donc il y en avait plein. Je lui ai corrigé tous ces tests, c'était à la chaîne, c'était oui, non, oui, non, oui, non. Effectivement, ça n'avait aucun intérêt pour lui, mais moi, je me sentais utile. Et puis, on s'est bien plu tous les deux, quoi. Et l'année d'après, il a dit, mais c'est du gaspillage, vous savez plein de trucs. Et l'année d'après, il a réussi à créer un GAP à l'époque, groupe d'aide psychopédagogique, et à me créer un poste de rééducatrice en psychomotricité. Donc après, j'ai bifurqué par là. Et j'ai été inspectée, mes diplômes ont été validés, j'ai été titularisée, etc. Et j'ai intégré l'éducation nationale par la toute petite porte. Je ne sais pas où j'en étais, pourquoi j'ai dévié là-dessus. Peut-être qu'on se reverra pour une suite, parce que je pense que tu as beaucoup d'histoires et de partages. Si on terminait, comme c'est ma chaîne, Entreprendre et vivre au Maroc, le Maroc est de plus en plus attractif pour les étrangers. Quel conseil tu peux donner à ces personnes qui veulent venir vivre ici, s'installer, et qui ne sont pas marocains? Alors, je ne t'ai pas raconté, mais par ailleurs, je suis très militante dans une association qui s'appelle Français du Monde et qui voit tous les Français en tout genre. Et on voit beaucoup de Français qui viennent s'installer au Maroc sans avoir préparé leur voyage, ni leur arrivée. Ils croient que la carte vitale, elle est toujours valable au Maroc. Ils croient que... Donc, je pense qu'il faut contacter, avant de partir, les associations de Français à l'étranger. Il y en a plusieurs qui ont des sièges en France, pour savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire que de s'installer à l'étranger et au Maroc. Que c'est pas, malgré ce qu'on disait au début, malgré l'aspect familier, c'est pas un département français. Et donc, il y a des tas de choses qui ne marchent pas comme en France. Et on voit beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas y arriver, que les cartes de séjour, c'est pas évident, qu'on peut pas avoir une carte de séjour comme ça, qu'il faut partir tous les 3 mois, que le dirham n'est pas exportable. Donc, je pense que moi, ce que je conseille, c'est vraiment de contacter, je ne sais pas si ta chaîne fait de l'information comme ça, mais enfin, les associations comme la nôtre, Français du Monde, ADFE ou l'UFE, qui informent sur tout ce qu'il faut quand on est un étranger en France. Nous, en France, on n'est pas marrant avec les étrangers au niveau papier, mais ici, c'est pareil. On n'est pas forcément les bienvenus et on n'est pas... Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui se croient attendus. Ils ont des diplômes, ou ils ont des compétences, ou ils ont des projets, et ils pensent qu'on va les accueillir bras ouverts. Ben non. S'il n'y a pas eu une demande, à toi de te faire accepter, mais tu n'es le bienvenu que s'il y a une demande et que tu as répondu à cette demande. Et il n'y en a pas beaucoup, parce que des demandes, il n'y en a pas, à part des trucs très ciblés. Donc les Français, ils sont déçus parce qu'ils arrivent en pensant que bon, ils ont bac+5 et que voilà, on va être très contents de les... Et puis que le niveau des salaires n'est pas le même, des gens qui s'informent mal, plus tous les retraités qui viennent, ça c'est peut-être pas ton public, mais il y en a beaucoup, parce qu'il y a eu des émissions qui présentaient le paradis sur Terre, qui viennent et c'est pas le paradis sur Terre, c'est autre chose. Et surtout qu'on sache qu'on n'est pas attendu, personne t'attend nulle part. Donc à toi de faire ton trou, à toi de proposer des choses, à toi, mais personne t'attend et ne sois pas déçu qu'on te dise non ou qu'on ne dit pas forcément non ici, on te laisse sans réponse, mais ce qui veut dire non. Donc voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut que les gens s'informent parce qu'il y a des gens super naïfs qui... Et tout le monde ne s'adapte pas au Maroc aussi. Et tout le monde ne s'adapte pas au Maroc parce que c'est quand même, oui, c'est quand même un pays différent, c'est quand même un pays qui a des difficultés, beaucoup de difficultés. C'est pas parce qu'il y a un haut du panier qui s'en sort très bien que la majorité des Marocains, s'ils vont se noyer dans la Méditerranée, c'est pas par hasard, c'est pas juste parce qu'ils rêvent, c'est parce que c'est dur et il faut en avoir conscience. Il faut travailler son expatriation. Bon, peut-être qu'on se reverra pour une suite. Peut-être, avec plaisir. Merci pour cet échange en tout cas. Je t'en prie, puis bonjour à tous les gens qui verront cette vidéo. Si on veut te contacter ou contacter tes associations, je vais mettre les liens en description. Oui, tu mettras mon nom, mon téléphone et voilà. Bonne continuation à toi. Merci Stéphane, merci.